se dit: «Mais où ils ont la tête? Où il est le bon sens?» Il faut pas regarder que leur ego et les élections là, il faut qu'ils regardent les Français, ils les regardent pas les Français là. Paris, la ville de l'amour, de l'art, des cafés et de la Tour Eiffel. Depuis plus d'un siècle, elle est synonyme de romantisme, de culture et de beauté. Chaque rue raconte une histoire, chaque coin ressemble à un décor de cinéma. Des gens du monde entier rêvent de voir le coucher du soleil se refléter sur la Seine, de goûter un croissant chaud dans une boulangerie locale ou simplement de se promener le long des quais illuminés de la ville lumière. Mais si je te disais que cette image parfaite commence à se fissurer, que le même Paris qui a inspiré les poètes et les cinéastes fait face aujourd'hui à un problème que peu veulent admettre, la capitale française est en train de changer. Et vite. Le charme qui semblait autrefois éternel laisse place à la frustration, à la fatigue et à la fuite silencieuse de milliers de visiteurs. Que se passe-t-il avec Paris? Pourquoi tant de gens évitent-ils désormais de visiter l'une des villes les plus célèbres de la planète? Ce n'est pas seulement une question de prix. Ce n'est pas juste le tourisme de masse, c'est quelque chose de plus profond. Une transformation qui enlève à Paris ce qui faisait sa magie. Derrière les cafés élégants et les vitrines de luxe se cache une ville confrontée aux grèves, à la surpopulation, à l'insécurité et à une crise d'identité. Beaucoup rêvent encore du charme parisien, mais peu sont prêts à affronter la réalité de 2025. Aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité choquante sur ce qui éloigne le monde de Paris et pourquoi le mythe de la ville lumière est plus éteint que jamais. Reste jusqu'à la fin, la dernière raison va te laisser sans voix. Pendant des décennies, Paris a été projeté dans l'imaginaire mondial comme un rite de passage. La ville où le quotidien devient poésie, où chaque coin de rue révèle un café charmant, un atelier discret, un accord perdu de chansons. Ce mythe ne s'est pas formé par hasard. Il a été construit par des artistes, des cinéastes, des stylistes, des chefs, des guides de voyage et, plus récemment, par des millions de photos soigneusement filtrées sur les réseaux sociaux. En 2025, pourtant, l'expérience derrière cette iconographie a un coût, et pas seulement en euros. Elle exige du temps, de la patience, de l'énergie émotionnelle et souvent sacrifie le sentiment d'authenticité qui motivait le voyage. Le premier heurt apparaît dans l'arithmétique de l'hébergement. Ce qui était autrefois une chambre simple bien située se transforme facilement en nuitée à plusieurs centaines d'euros, souvent dans des immeubles anciens sans isolation phonique ni ascenseur. La facture finale dépasse rarement le prix affiché. S'y ajoutent la taxe de séjour, les surtaxes saisonnières, des ajustements liés à la demande et parfois des frais pour des services que le voyageur n'a même pas remarqué avoir utilisés. Le touriste a alors l'impression d'avoir troqué le romantisme contre un tableur Excel. La restauration obéit à la même logique. Le café et le croissant, symbole du rituel parisien, cessent d'être un geste quotidien pour devenir un produit de luxe dès qu'ils sont consommés dans les zones touristiques. Le prix ne reflète pas seulement les ingrédients ou le savoir-faire, mais le péage du décor, la photo devant une façade instagrammable, la vue partielle sur un monument, le privilège de s'asseoir sur un trottoir disputé. Le visiteur paie non seulement ce qu'il consomme, mais aussi le cadrage qu'il emportera avec lui. Et, en partant, il réalise que le plaisir fut moindre que l'attente façonnée par la vitrine numérique. Il existe aussi une économie des micro-coûts, invisible dans la planification et omniprésente sur le terrain. Bouteilles d'eau vendues au double du prix à quelques mètres d'un site emblématique, toilettes payantes dans les gares, chaises facturées sur les terrasses fréquentées, frais de réservation dans les restaurants, billets assortis de créneaux horaires, imposant des déplacements minutés. Le résultat, c'est un voyage géré par l'horloge et les tickets, non par la flânerie. La promesse de « se perdre dans les rues » cède la place au planning minuté, sous peine de perdre, en réalité, le prix des billets non utilisés. La surfréquentation accentue la sensation de décalage. Le visiteur traverse les couloirs des musées en marche lente pour apercevoir des œuvres emblématiques durant quelques secondes, pressées par des fils qui ne se dissolvent jamais. La Tour Eiffel, Notre-Dame, Montmartre, le Louvre, Orsay, l'Arc de Triomphe, tous concentrent une demande mondiale dans des fenêtres étroites de temps et d'espace. L'effet paradoxal est saisissant. On cherche l'intimité avec l'œuvre et la ville, on trouve un circuit industriel de flux. C'est l'inverse de la promesse du mythe. Moins de contemplation, plus de friction. À l'échelle urbaine, le mythe du glamour coexiste avec des pressions bien réelles. Les revenus à court terme du tourisme font grimper les loyers et repoussent les habitants hors du centre. Les commerces de quartier cèdent de la place à des franchises uniformes. Les bistrots familiaux deviennent des décors aux menus bilingues et aux marges élargies. Les ateliers discrets sont chassés par des loyers exorbitants. Paris, autrefois séduisante par sa vie de voisinage, ses boulangeries qui connaissaient le nom de leurs clients, se rétrécit sous une version vitrine calibrée pour la rotation rapide et le ticket moyen élevé. Le touriste attentif perçoit l'échange.
L'authenticité a quitté le menu, remplacé par le standard international à accent français. Le travail dans l'hôtellerie change lui aussi. Équipe réduite, services automatisés, chatbot remplaçant les concierges, check-ins autoguidés. Pour certains, c'est un gain d'efficacité. Pour d'autres, une perte du lien humain qui donnait texture à l'expérience. Sans la conversation avec le serveur recommandant le plat du jour, sans le conseil du réceptionniste sur la rue méconnue, le voyage dépend désormais d'algorithmes menant tous au même incontournable. La ville devient un entonnoir. Le coût émotionnel surgit à mi-parcours. Après 2 ou 3 jours de fil, de prix et de transport bondés, la question s'impose, est-ce cela ? Le voyageur comprend qu'il a acheté la promesse d'un sentiment, non un service. Et les sentiments ne se garantissent pas par facture. La désillusion ne vient pas d'un incident isolé, mais de l'accumulation de petites dissonances. Le coucher de soleil sur la Seine reste magnifique, mais partagé avec des centaines de téléphones levés. Le café en terrasse reste agréable, mais l'addition réclame des justifications. La photo est parfaite, l'expérience l'est moins. Cette divergence entre image et vécu naît aussi du succès même de Paris. Les icônes sont, par nature, finies. Le nombre de points de vue sur la Joconde est limité. La terrasse avec vue ne double pas de surface. Quand des millions veulent vivre la même scène, la scène change de nature. Elle devient un spectacle observé de l'extérieur, non une rencontre. Le glamour, dès lors, devient cadre, présent, éclatant, mais distant. Le visiteur le traverse comme un décor de cinéma, il manque la porosité de l'imprévu. Cela ne signifie pas que Paris ait cessé d'être extraordinaire. Cela signifie que l'expérience vendue, comme le rêve parisien, s'est déplacée vers des niches et des horaires moins évidents, vers des quartiers où subsiste un rythme de vie et non seulement une vitrine. Mais cette nuance apparaît rarement dans le paquet émotionnel vendu au public mondial. La publicité promet l'or des cartes postales. La réalité livre un composé plus complexe dont le coût total dépasse les prévisions, en argent, en temps et en énergie. Au fond, le prix d'un rêve n'est pas seulement ce qui sort du portefeuille. C'est ce à quoi l'on renonce quand la ville devient produit. Le voyageur vient chercher le Paris intime et reçoit le Paris performatif. La différence entre les deux est la source de la frustration. Si le premier demande du temps, de la curiosité et de la disponibilité à l'imprévu, le second facture un supplément à chaque pas et rend la prévisibilité. Le glamour existe mais comme décor. Le charme existe mais hors scénario, la question finale est simple et brutale. Qui a encore accès au Paris qui habitait l'imaginaire ? La réponse, de plus en plus, ne dépend pas seulement du budget mais de la volonté d'échapper aux circuits standardisés qui capitalisent le mythe. Le rêve n'est pas mort. Il a simplement été déplacé vers des zones moins touristiques et des heures moins rentables, tandis que la surface continue d'être commercialisée au prix d'une relique. Paris en 2025 est une ville qui vit un paradoxe. Elle reste l'une des plus visitées au monde, mais elle n'a jamais été aussi épuisée. Chaque année, des millions de touristes parcourent ses rues, envahissent ses métros et saturent ses monuments, sans percevoir le poids constant que cette présence fait peser sur la structure urbaine et sur les habitants eux-mêmes. Le tourisme, autrefois symbole de vitalité économique et de prestige culturel, est devenu un fardeau que Paris porte chaque jour, sans répit. La ville semble fonctionner en mode survie. Ces rues historiques n'ont pas été conçues pour des flux aussi denses. Les trottoirs étroits, les immeubles anciens et le réseau souterrain de transport souffrent d'une surcharge quotidienne qui ne faiblit jamais. Le métro, véritable système nerveux de la capitale, vit entre retard, grève et surpopulation. Pour le visiteur, ce n'est qu'un désagrément passager. Pour le Parisien, c'est un symptôme chronique. Chaque nouvelle saison touristique se superpose à la précédente, sans pause pour respirer, comme si la ville n'avait jamais le temps de reprendre son souffle. Les Parisiens, eux-mêmes, ont développé ce que les sociologues locaux appellent la fatigue touristique, une lassitude sociale face à la présence permanente des visiteurs. Beaucoup évitent les quartiers emblématiques, comme le quartier latin Montmartre ou le Marais le week-end. D'autres ont déménagé vers les banlieues ou des villes plus petites à la recherche d'une vie moins encombrée. Le résultat, c'est un Paris qui, ironiquement, appartient de moins en moins à ses habitants et de plus en plus à un flux rotatif d'étrangers. La vie quotidienne, autrefois faite de rituels simples, le café du matin au coin de la rue, le marché local, la promenade nocturne le long de la Seine, a été remplacée par une cohabitation tendue entre habitants qui tentent de maintenir leur rythme et visiteurs en quête de la vraie Paris. Cette lassitude se manifeste par de petits gestes, mais révélateurs. Le serveur impatient, le chauffeur de taxi qui refuse de parler anglais, le vendeur apathique dans une boutique de souvenirs, des attitudes que les touristes interprètent comme de la grossièreté, mais qui sont en réalité des symptômes d'un épuisement collectif. Le service a perdu sa spontanéité. Il est devenu une défense. La mauvaise humeur française
est, dans bien des cas, un mécanisme d'autoprotection face à l'excès. C'est le résultat de décennies d'exposition constante de vie vécue dans une ville transformée en vitrine. L'infrastructure urbaine, elle aussi, montre des signes visibles de fatigue. Les rues souffrent d'un entretien irrégulier, les déchets s'accumulent de plus vite que les systèmes ne peuvent les traiter et la pollution sonore et visuelle augmente. Dans certains quartiers, le tourisme de masse a créé une sorte de cycle infini. Plus de visiteurs engendrent plus de commerces qui leur sont destinés, lesquels attirent encore plus de visiteurs, chassant progressivement le commerce de proximité. Le résident perd la boucherie, la boulangerie, la papeterie et gagne une succession de boutiques de macarons, de t-shirts et de vins génériques. La ville devient un décor autosuffisant, fait pour une consommation rapide et aussitôt oublié. Le phénomène des grèves fréquentes, si caractéristique de la France, renforce le sentiment d'instabilité. Pour le touriste qui arrive sans contexte, une grève peut sembler un simple contretemps. Pour le Parisien, c'est l'expression d'un système en tension permanente, coût de la vie élevé. Services publics saturés et administration tentant d'équilibrer le prestige international avec la réalité de ceux qui y vivent. Les grèves, loin d'être de simples protestations, sont devenues un langage, une manière pour la ville de crier son besoin de repos. Cette surcharge affecte aussi la dimension émotionnelle de la visite. Ce qui devrait être une expérience d'émerveillement devient, pour beaucoup, un parcours de frustration. Files interminables, prix gonflés, règles floues, horaires restreints. À chaque tentative de toucher le rêve parisien, le visiteur se heurte à un rappel. Ce rêve a été formaté pour la masse, non pour l'individu. La spontanéité, autrefois au cœur de la magie, a disparu. La promenade insouciante le long de la Seine s'est transformée en couloir d'influenceurs cherchant le meilleur angle. La visite du Louvre est devenue une traversée de foules à la recherche d'un selfie de 5 secondes devant la Joconde. Au fond, touristes et habitants sont épuisés, chacun à sa manière. Les visiteurs se lassent de payer cher pour peu, les habitants se lassent de vivre sur une scène dont le rideau ne tombe jamais. L'usure est mutuelle et silencieuse. Le Paris des magazines de voyage existe encore, mais sous cette surface se cache un autre Paris, invisible, qui supporte chaque jour le poids de la fantaisie mondiale. La ville est fatiguée. Et peut-être, au fond, le monde aussi est-il fatigué du Paris qu'il a inventé. Un Paris figé dans des idées de romance et de luxe qui ne correspondent plus à la vie réelle. Ce Paris intime, fait de découvertes et de rencontres, existe encore, mais loin des grandes avenues et des caméras. Le trouver exige un autre type de voyage, plus lent, plus sincère, moins performatif. Le service à Paris a toujours été une part essentielle de l'expérience que la ville vendait au monde. Le charme du garçon en tablier noir, équilibrant un plateau entre des tables serrées, le sourire discret du réceptionniste d'hôtel, le vendeur capable d'indiquer le bon fromage, tout cela formait une chorégraphie invisible qui participait à l'enchantement. La ville se targuait d'offrir un service avec personnalité, direct mais compétent, formel mais humain. En 2025, cette chorégraphie est en train de se désagréger. La raison principale est structurelle. Le tourisme de masse et la hausse du coût de la vie ont complètement bouleversé la logique du travail dans l'hôtellerie et la restauration. Les salaires ne suivent pas l'inflation, les loyers explosent et de nombreux professionnels qualifiés ont quitté le secteur. Ce qui reste, c'est une main-d'œuvre réduite, surchargée et de plus en plus remplacée par la technologie. Le résultat est perceptible. Services pressés, manque d'attention aux détails et un sentiment d'impersonnalité qui contamine toute l'expérience du visiteur. Dans de nombreux hôtels de gamme moyenne, le concierge, figure classique de l'imaginaire parisien, a été remplacé par un kiosque numérique. L'enregistrement se fait sur des bornes automatisées. Le client arrive, saisit son code, imprime sa clé et monte. Personne ne le salue, personne ne l'oriente. En cas de problème, l'aide vient d'un chatbot aux réponses standardisées, incapable de gérer les situations imprévues. Le contact humain, autrefois au cœur de l'hospitalité française, est devenu une exception réservée à ceux qui paient les chambres les plus chères. Dans les cafés et restaurants, la scène se répète. Les serveurs expérimentés manquent et beaucoup d'établissements fonctionnent avec des équipes réduites. Résultat, service lent, distrait et parfois hostile. Les clients attendent de longues minutes pour une commande simple. Les plats arrivent froids. Les additions comportent des erreurs. Des touristes rapportent avoir été ignorés ou traités avec impatience, générant des vidéos et des plaintes virales qui renforcent la réputation de mauvais service. Un stéréotype fondé sur une part de vérité, mais qui masque un problème plus profond. La fatigue. Le Parisien qui travaille dans l'hospitalité n'est pas grincheux par nature. Il est épuisé. Épuisé par de longues journées, par des clients qui le considèrent comme un élément du décor, par des attentes impossibles à satisfaire. Épuisé de vivre dans une ville trop chère pour son salaire. Beaucoup d'employés d'hôtels et de restaurants font chaque jour plus d'1 heure de trajet depuis les banlieues où le logement reste abordable.
Lorsqu'ils arrivent au travail, ils portent avec eux le poids d'une ville inégale et sous pression. Les entreprises, quant à elles, privilégient les marges au détriment de l'expérience. La pandémie a accéléré une logique de réduction des coûts qui n'a jamais été inversée. Les restaurants familiaux ont fermé, remplacés par des chaînes standardisées aux formations minimales et aux objectifs rigides. Le service artisanal, celui où le serveur reconnaissait le client et suggérait un vin, a laissé place à un service robotisé, efficace seulement sur le papier. La culture de l'accueil est devenue un processus, non un geste. Même les établissements de luxe ne sont pas épargnés par cette uniformisation. Le standard international imposé par les chaînes hôtelières mondiales dilue l'identité locale. Le client retrouve le même sourire formaté qu'il verrait à Londres, Dubaï ou New York. L'accent parisien est encore là, mais l'âme a disparu. L'élégance classique, autrefois naturelle, s'est transformée en performance répétée pour justifier des prix toujours plus élevés. Ce vide humain a des conséquences au-delà de l'esthétique. Il modifie la relation même entre le visiteur et la ville. Paris s'est toujours présenté comme un lieu de rencontre, entre le voyageur et l'habitant, entre le regard curieux et la culture vivante. Quand le service s'automatise, la ville perd sa voix. Le touriste n'entend plus d'histoire, ne reçoit plus de conseils, ne crée plus de liens. Le voyage se réduit à des transactions, payer, consommer, partir, et pendant que les touristes repartent frustrés, les travailleurs, eux, repartent vaincus. L'ancien orgueil de servir avec élégance laisse place à une apathie silencieuse. Les syndicats dénoncent des conditions de travail précaires, des contrats temporaires et des objectifs inatteignables. Certains serveurs et femmes de chambre, même employés dans des hôtels 5 étoiles, peinent à payer leur loyer. Beaucoup quittent le métier, emportant avec eux des années d'expérience, ce qui aggrave encore le cercle vicieux du déclin. Le déclin du service parisien n'est donc pas qu'une question de politesse. C'est le reflet des tensions économiques et sociales qui rongent la ville. Paris continue de vendre du luxe, mais offre de la précipitation. Continue de vendre du charme, mais livre de la bureaucratie. La promesse d'un accueil raffiné, ce contact humain qui faisait que chaque visiteur se sentait partie, prenante de l'histoire de la ville, est remplacée par une efficacité froide et calculée. La ville de l'amour est devenue, pour beaucoup, la ville de l'indifférence. Et cette indifférence, plus que toute hausse des prix, est ce qui éloigne les voyageurs. Car au fond, personne ne vient à Paris seulement pour voir des monuments. Les gens viennent pour ressentir quelque chose, et ce qu'ils ressentent aujourd'hui, c'est la distance. Paris a toujours cultivé une image de raffinement et de beauté, la ville où le chaos du monde semblait se dissoudre sous la lumière dorée des vieux réverbères. Pourtant, derrière cette splendeur, grandit une ombre difficile à ignorer. Un sentiment d'insécurité et de décadence qui se répand dans les rues. Il ne s'agit pas seulement de statistiques criminelles, mais d'une perception générale d'usure. Le visiteur le ressent, l'habitant le confirme. Quelque chose dans l'atmosphère parisienne a changé. Ces dernières années, les épisodes de vol et d'arnaques dans les zones touristiques sont devenus presque routiniers. Le métro, autrefois symbole de mobilité et d'efficacité, est devenu un territoire de vigilance constante. Sac serré contre soi, portefeuille caché, téléphone rangé avec soin, ces gestes ne sont plus des précautions, mais des règles de survie urbaine. Des stations comme Châtelet, Gare du Nord et République concentrent les incidents quotidiens, et de nombreux touristes racontent des expériences amères qui transforment l'admiration en méfiance. Les arnaques ont évolué avec la ville. Il y a les classiques, fausses pétitions, distractions, vendeurs insistants de bracelets, mais il y a aussi les nouvelles. Fraude sur les applications de transport, fausses frais de bagages imposés par certains chauffeurs ou location de courte durée falsifiée sur les plateformes en ligne. Le visiteur, venu avec des attentes d'élégance et d'hospitalité, découvre un jeu de défiance. Paris devient, paradoxalement, une ville où il faut se méfier de tout, même d'un sourire. Cette tension ne touche pas que les touristes. Les Parisiens eux-mêmes ressentent que la ville a perdu une part de sa sécurité et de sa cohésion. Le coût de la vie, en hausse constante, a repoussé les populations vulnérables vers des conditions de plus en plus précaires, créant des poches de pauvreté jusque dans les zones centrales. L'inégalité devient visible. Dans les passages souterrains, des familles dorment entre valises et couvertures. Sous les ponts de la Seine, des campements improvisés apparaissent et disparaissent au rythme des opérations de nettoyage. La promesse de la ville lumière coexiste avec la réalité d'une ville divisée. Les chiffres eux-mêmes confirment cette contradiction. Les vols à la tire ont augmenté ces 5 dernières années et la violence symbolique, regards hostiles, comportements agressifs, tensions diffuses, marquent les esprits plus que tout. On entend souvent dire que Paris n'est plus la même. Plus sale, plus rude, plus imprévisible. Cette perception se répand sur les réseaux sociaux, amplifiée par des vidéos virales et les récits d'influenceurs montrant le vrai visage de la capitale.
Dans un monde où l'image vaut plus que les faits, cette narration négative se propage avec une rapidité dévastatrice. Les rues touristiques illustrent ce paradoxe. Le jour, les vitrines de luxe des Champs-Élysées brillent, mais à la tombée de la nuit, beaucoup évitent d'y marcher seuls. Près des grandes gares, le contraste entre glamour et dégradation est brutal. Des sacs de marque côtoient des tentes de fortune. On dirait deux mondes qui coexistent sans jamais se croiser, celui du Paris idéalisé et celui du Paris réel. Même l'infrastructure urbaine montre des signes d'usure. Les graffitis se multiplient, les poubelles débordent, les trottoirs abîmés restent sans réparation pendant des semaines. Autant de petits détails qui, additionnés, rongent le sentiment d'ordre et de soin. Le visiteur, sensible à l'esthétique, perçoit ce déclin comme une atteinte à l'aura symbolique de la ville. Ce qui était autrefois vu comme une bohème charmante est désormais perçu comme du laisser-aller. Le romantisme des ruelles étroites se confond avec la saleté et le vacarme incessant de la circulation. Cette érosion de l'image affecte l'économie touristique. Le sentiment d'insécurité n'a pas besoin d'être prouvé pour produire des effets. Il suffit qu'il soit ressenti. Voyages reportés, séjours écourtés, avis négatifs. À chaque récit de vol devenu viral, Paris perd un peu de son aura de ville sophistiquée. Le cycle est autodestructeur. Moins de visiteurs satisfaits, plus de pression économique sur le secteur, donc moins d'entretien et plus de dégradation. Mais la décadence n'est pas seulement matérielle. Elle est surtout symbolique. Paris s'est toujours vendu comme une expérience esthétique totale, l'équilibre entre beauté, histoire et humanité. Quand cette harmonie se brise, il reste un malaise profond. La ville demeure monumentale, mais son âme semble fatiguée. Le visiteur perçoit la froideur des regards, le désintérêt des gestes, la négligence des détails. Ce qui paraissait autrefois élégant semble désormais indifférent. Beaucoup de Parisiens décrivent cette phase comme un épuisement moral. Vivre dans une ville qui doit chaque jour soutenir sa propre légende demande un effort constant. La population se sent observée, jugée, évaluée par des millions de visiteurs et de caméras. La pression pour maintenir le mythe est telle que la spontanéité disparaît. Le Paris réel, complexe, humain, imparfait, se cache sous le Paris théâtral vendu comme un spectacle. Le résultat est un sentiment collectif de décadence, non seulement physique, mais émotionnel. Paris reste belle, mais d'une beauté fatiguée. Ce qui inspirait autrefois l'amour inspire désormais la méfiance. Ce qui symbolisait la beauté provoque désormais un certain malaise. La ville reste la scène, mais le public commence à quitter la salle avant la fin de la pièce. Paris est toujours belle, mais c'est une beauté lasse, qui ne dissimule plus ses fissures. La lumière est toujours là, mais la chaleur humaine semble s'éteindre un peu plus chaque année. Ce qui était un rêve partage désormais l'espace avec le doute, et ce qui était poésie commence à sonner comme une répétition. La ville lumière brille encore, mais elle a peut-être besoin qu'on la regarde vraiment, et pas seulement à travers une lentille. Et vous, qu'en pensez-vous? Paris vaut-elle encore le détour ou le charme s'est-il éteint? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre expérience, ce que vous avez vu, ressenti, ce que vous changeriez si vous le pouviez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ici, on continue de montrer ce que beaucoup préfèrent cacher, avec des histoires vraies, sans filtre ni maquillage. Parce que la vérité sur Paris commence vraiment quand les lumières s'éteignent.